Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Arménie Info. On est aujourd'hui en studio pour discuter de la situation au Karabakh et en Arménie en général. On est au jour 20 du conflit. J'ai autour de moi aujourd'hui donc Taline Terminassian, historienne, professeure d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à l'INALCO, l'Institut des langues orientales de Paris, l'avocat d'affaires François Devedjian et l'homme d'affaires, chef d'entreprise dans le digital, Rémi Makinadjian. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors la première question qui se pose, et peut-être en particulier pour ceux qui ne connaissent pas bien cette région et qui sont une partie de nos spectateurs, c'est qu'est-ce que c'est que le conflit au Haut-Karabakh? Quelles sont les racines de ce conflit et qu'est-ce qui explique qu'il est à nouveau émergé comme ça si violemment au début de l'automne 2020? Je me tourne vers l'historienne. Je vous remercie de votre question. En fait, il y a plusieurs étages dans les origines de ce conflit, car en réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui que malheureusement les Arméniens et ce qu'on appelle les Azéris ou les Azerbaïdjanais, mais qu'on appelait autrefois au XIXe siècle les Tatars, se battent entre eux pour ces différentes régions du Caucase, et en particulier cette région du Haut-Karabakh que les Arméniens appellent l'Artsakh. Donc il y a plusieurs étages de conflit. Il y a d'abord la guerre précédente, celle qui a eu lieu à la fin de l'époque soviétique, dont les origines sont à rechercher dans les dernières années, 1988, au moment où le Caucase commence à bouillonner de contestation à la fin de l'époque de Gorbatchev. Et donc le mouvement d'autodétermination des Arméniens de la région autonome du Haut-Karabakh, qui était donc une enclave à l'intérieur de la RSS d'Azerbaïdjan, commence donc à partir de cette époque et déclenche aussi un vaste mouvement de contestation politique en Arménie, et donc commence effectivement une guerre qui démarre en 1988 et qui s'achève par le fameux cessez-le-feu de 1994, donc cessez-le-feu sous le régime duquel les deux pays vivaient depuis cette époque, sachant que en 1994, les Arméniens avaient donc remporté cette guerre, c'est-à-dire ils étaient parvenus donc à sécuriser l'ensemble de cette circonscription du Karabakh, ainsi que toute une série de régions qui constituent un périmètre de sécurité et qui est dénommé périmètre de sécurité et qui permet de faire la jonction avec le territoire de l'Arménie. Donc ça, c'est la guerre précédente, si je puis dire, celle de la fin du XXe siècle. Mais en réalité, on pourrait remonter aussi beaucoup plus loin, au début de la soviétisation. Disons justement, dans la période je me permets de vous poser la question. Oui. Comment expliquer et d'ailleurs, du coup, je vais me tourner vers l'avocat. Comment expliquer juridiquement qu'à un moment en URSS, on est détaché finalement un territoire à population arménienne, c'est Staline, pour ne pas le nommer, et qu'on ait mis ça dans une autre république? Comment est-ce que vous expliquez ça, François? Alors, c'est d'abord compliqué de parler de droit concernant l'Union soviétique. Encore plus le cadre juridique, alors, disons. Encore plus compliqué s'agissant de Staline et du début de l'Union soviétique qui s'est fait dans des conditions et des remous particuliers à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu des intérêts politiques et stratégiques de Staline, des gages qu'il a souhaité donner à la Turquie d'Atatürk en 1921, et puis cette politique de diviser pour mieux régner qui fait qu'il a effectivement contre l'avis des républiques socialistes soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan, rattacher la région autonome du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan avec celle du Nakhitchevan qui est côté occidental de l'Arménie. Donc les raisons pour lesquelles il l'a fait, je vous avoue qu'il faudrait le lui demander. Ce sont des raisons liées véritablement au contexte historique de la période, c'est-à-dire le fait que le régime soviétique
a passé une entente avec la jeune Turquie kémaliste, les deux régimes, aussi bien ce qui va devenir l'URSS, aussi bien que la Turquie kémaliste, sont des régimes qui contestent alors justement l'ordre international et ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. Et l'entente soviéto-turque se fait en quelque sorte, l'entente soviéto-turque alors nouée entre Lénine, disons, et Mustafa Kemal, fait que dans le Caucase, Staline, qui est alors commissaire aux nationalités, justement tire avantage de favoriser les Turcs, et donc faire plaisir aux Turcs, c'est favoriser les frères azerbaïdjanais. Mais j'ajoute une chose, donc en fait ça n'a pas, je pense pas, enfin je ne sais pas très bien comment le droit international peut traiter ça, mais en fait il faut bien se représenter qu'il s'agissait quand même d'un ensemble soviétique et que en URSS, bon, les frontières des républiques fédérées, des districts autonomes, etc. C'était peu de choses, oui. Ben, c'était rien, c'était des frontières, enfin, elles étaient des frontières théoriquement politiques, mais c'était surtout des frontières administratives. Territoriales nationales de l'URSS, dont personne n'imaginait qu'elles deviendraient des frontières internationales. Et le drame du Karabakh, c'est ça, c'est-à-dire que l'enclave arménienne s'est tout à coup trouvée dans une république d'Azerbaïdjan post-soviétique, et elle qui était tout à fait nationale et séparée par une frontière internationale, et même plusieurs frontières internationales avec l'Arménie. Donc en fait, c'est véritablement les suites du dégel soviétique. Mais enfin, pour en revenir à tout à l'heure, en fait, les Arméniens et les Azéris se battent depuis longtemps pour ces terres. Déjà, au début du XXe siècle, il y a eu ce qu'on appelait les guerres arméno-tatares, qui étaient exactement, enfin, je veux dire, du même acabit, de la même violence. Mais pourquoi se battait-il pour une zone qui était à 95% arménienne? Qu'est-ce que les Tatars ou les Azéris, qui étaient des hommes de la plaine, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'aller dans ces belles montagnes? L'équilibre démographique de ces régions n'est pas resté stable. Depuis un siècle, il y a eu beaucoup de migrations. Ça, il faut quand même reconnaître à la partie adverse qu'elle a... enfin, non pas qu'elle a raison, mais enfin, je veux dire que évidemment, ces changements de frontières ont entraîné, par exemple, le fait qu'il y avait une population arménienne dans le Nakhitchevan. Il n'y a plus d'Arméniens aujourd'hui dans le Nakhitchevan. En revanche, le Karabakh, c'est vrai, il y avait aussi une population tatar, mais le fait est qu'au fil de l'époque soviétique, la région du Karabakh est devenue exclusivement arménienne. Et en tout cas, c'était sa situation. À la fin de l'époque soviétique, c'était d'ailleurs une région qui n'était pas du tout favorisée par le siège du pouvoir central à Bakou, une région plutôt arriérée où les gens vivaient reclus dans leurs montagnes, etc. Donc il faut quand même se baser sur les derniers, les dernières compositions démographiques, en ayant conscience quand même que, en fait, cette région est traversée par un puissant mouvement d'ethnicisation qui dure depuis un siècle. On va dire ça comme ça. Et comment est-ce que vous expliquez, je me tourne vers vous, Rémi, comment est-ce que vous expliquez l'éruption des combats en septembre? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, je serais tenté de vous dire que cela a été préparé depuis un certain temps et que la période et le contexte que nous traversons actuellement, à savoir la crise sanitaire Covid, concentre tous les pays à travailler à l'intérieur et donc à ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe sur le plan international. Donc, aussi bien l'Azerbaïdjan que la Turquie ont choisi un moment non pas opportun, un moment quasiment unique de démarrer les hostilités, puisque les hostilités ont démarré le 27 septembre dernier par des frappes extrêmement dures de la part de l'Azerbaïdjan, tout ceci couronné par 4000 djihadistes, terroristes en provenance de Syrie, et dont on sait qu'elles sont financées par la Turquie, puisque y compris le président de la République Emmanuel Macron l'a déclaré par un geste extrêmement fort à l'endroit de la communauté arménienne, et dont on pouvait se réjouir. Donc, je remonte à la question, pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan déclenche des frappes le 27 septembre? Le 27 septembre, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est que la guerre de 91-94 qui s'arrête avec le cessez-le-feu, on est dans une période post-soviétique où
l'Arménie, le Karabakh et l'Azerbaïdjan ne sont pas dans un état de santé financière et une capacité militaire. Il y a encore des anciennes bases soviétiques, des soldats un peu perdus parce que le pouvoir central est relativement défaillant. Et donc, c'est une guerre assez violente, même une guerre très rude, mais une guerre avec, entre guillemets, peu de moyens. Et depuis ce cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan a prospéré, beaucoup grâce à son pétrole. Ce pétrole, plus le soutien de la Turquie, lui a notamment permis, durant ces plus que 2 décennies, d'emmagasiner une puissance militaire qu'il n'avait pas au début des années 90. Et aujourd'hui, elle se trouve, à ses yeux en tout cas, c'est l'Azerbaïdjan, dans une situation où elle considère avoir une supériorité militaire telle qu'ils attendaient aussi, probablement, et d'ailleurs même certainement, une fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi, pour prendre cette revanche à leurs yeux sur leur défaite de 93. Et en même temps, si vous me le permettez, Alfred et François, je voudrais dire que aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est en position plutôt affaiblie, tant sur le plan politique que sur le plan de ses ressources pétrolières relatives au contexte depuis le début de l'année. Et que la Turquie se trouve dans une situation également pas très favorable, sur le plan politique également, et que cette occasion, entre guillemets, un petit peu unique dont ils se sont saisis, peut leur permettre de dire, si on gagne la bataille, on se redore la cerise, quelque part. Et donc, c'est pour eux un enjeu de survie politique, alors que pour nous, les Arméniens, c'est un enjeu de survie humaine. Je voudrais apporter cette petite précision qui me semble être extrêmement importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on le voit dans la politique de la Turquie depuis plusieurs années, en Grèce récemment, à Chypre, en Syrie, en Libye, où il y a une espèce de fuite en avant du régime Erdogan, qui se trouve dans une situation économique extrêmement difficile et extrêmement complexe, avec quand même une population turque qui aimerait avoir un peu plus de liberté, qui est sous un joug du gouvernement extrêmement violent et dur et privatif de liberté. Et donc, ces victoires que Erdogan va chercher à l'international, c'est aussi un moyen dans sa politique intérieure de pouvoir trouver une légitimité qu'il a de moins en moins. La transformation, heureusement pas physique, mais presque, de Sainte-Sophie en mosquée est aussi dans ce schéma de pensée. Mais alors, donc l'Azerbaïdjan est quand même loin de la Turquie. Si on fait un pas en arrière, pourquoi est-ce que selon vous, Erdogan s'intéresse et mise sur l'Azerbaïdjan pour mener sa politique internationale? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, peut-être vous, Taline, quel est le lien organique, si vous voulez, entre l'Azerbaïdjan et la Turquie? Le lien organique, il est d'ordre linguistique, quoique, parce que pendant longtemps, en fait, la Turquie n'a pas eu des relations si développées que ça avec l'Azerbaïdjan. D'abord, l'Azerbaïdjan a vécu... Enfin, je veux dire, c'est un État qui a été créé en 1918. Il a vécu quasiment intégralement toute son existence à l'époque soviétique et son existence indépendante ne date que d'une trentaine d'années. Au cours de cette trentaine d'années, les Turcs et les Azéris n'ont pas eu toujours des relations si rapprochées que ça. Ils ont en commun une langue, quoique l'azéri, j'ai dit le tatar, parce qu'il y a une forme un peu péjorative, mais enfin, je dirais, c'est une langue quand même qui est très proche du turc, mais qui n'est pas exactement le turc. Bon, ils ont en commun une religion, mais enfin, les Azéris sont chiites et les Turcs sont sunnites, donc ils ont quand même pas mal de différences et leurs relations se sont intensifiées, je crois, depuis quelques années seulement, dans le domaine effectivement sur le plan économique, des hommes d'affaires azéris, des hommes d'affaires turcs, enfin ça a pas mal circulé depuis ces dernières années, et c'est en fait
une nouvelle étape finalement dans la politique d'Erdogan que de proclamer comme ça, comme ils le font sur les sites officiels sur Internet, on voit un soldat turc serrer la main du soldat azéri. Enfin, cette solidarité si clairement affirmée est une relative nouveauté. Enfin, en tout cas, ça date de quelques années, donc c'est bien sûr à noter. Et vous pensez que c'est le facteur déterminant dans le changement d'attitude de l'Azerbaïdjan? Ah, très certainement, enfin, selon tous les observateurs, en effet, c'est un facteur déterminant parce que l'Azerbaïdjan était effectivement, c'est surarmé au cours de toute cette période, enfin depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, mais ne dispose pas, paraît-il, enfin je ne suis évidemment pas dans le secret des états-majors, vous l'imaginez bien, mais ne dispose pas d'une vision stratégique suffisamment développée, et donc là, enfin paraît-il, pour ce qu'on en dit, et donc les conseillers des conseillers turcs viendraient prêter main forte en plus du matériel. Mais surtout aussi peut-être, évidemment ça vaudrait la peine d'être vérifié. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une même levée en masse en Azerbaïdjan comparable à celle de l'Arménie. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que l'esprit national est mobilisé de la même manière, et ça expliquerait la raison pour laquelle le pouvoir de Bakou fasse appel à des mercenaires djihadistes dont le nombre n'est jamais précisé, on dit 4000, on dit 400, enfin, en tout cas des mercenaires. Comment l'expliquer autrement? Des mercenaires d'ailleurs que la Turquie a fait venir du nord de la Syrie, où comme vous le savez se déroulent d'autres opérations sur d'autres fronts. Donc ce qui est tout à fait nouveau dans le conflit, dans sa configuration actuelle, c'est véritablement que, ce sont les pièces d'un puzzle absolument infernal qui se déroule, comme vous l'avez dit, de Méditerranée orientale jusqu'au Caucase, au moins. Vous parlez de puzzle, oui, allez-y. Je voudrais ajouter, cher Taline, que en réalité, il y a tout de même deux pièces maîtresses qui sont d'une part Aliyev, d'autre part Erdogan. Bien sûr, oui. Et je vais aller, je vais vous parler très franchement. J'ai la profonde conviction qu'en réalité, Erdogan aujourd'hui se saisit de cette opportunité qu'il a pour essayer de refaire triompher ce que pouvait être l'Empire ottoman dans le passé. Et vous savez, il a déclaré il n'y a pas très longtemps de cela qu'il avait à l'esprit de vouloir terminer le travail que les grands-parents avaient démarré. Donc ça en dit long sur ce qui est en train de se passer chez nous, au Karabakh, à savoir les frappes et les massacres dont nos frères et sœurs arméniens font l'objet par les Azerbaïdjanais et les terroristes djihadistes en provenance du nord de la Syrie. Et alors ça veut dire quoi quand vous dites une allusion à terminer le travail des grands-parents? Si je puis me permettre, Rémi, de vous couper, et pour aller totalement dans votre sens, il y a eu un événement majeur, et je parle sous le contrôle de l'historienne que vous êtes, qui est le centenaire du génocide arménien en 2015. Et jusqu'à ce centenaire, il y avait dans la communauté historique des historiens, plus ou moins de bonne foi, certains débats. En 2015, les choses ont été totalement tranchées et le caractère génocidaire de l'extermination des Arméniens a été établi et n'est aujourd'hui dans la communauté que j'appelle des historiens de bonne foi, le sujet est clos. Et ça a été pour la Turquie qui continue la Turquie qui continue de nier le génocide. Aujourd'hui, la France a reconnu le génocide arménien en 2001. Beaucoup de pays, quelques pays l'ont précédé, mais beaucoup l'ont suivi aussi. Et pour la Turquie, aujourd'hui, c'est un camouflet et on entend Erdogan avoir un discours où il dit, il n'y a pas eu de génocide, 2, il faut le terminer. Et il a eu surprise à entendre cette phrase. Il a eu cette formule que malheureusement trop d'Arméniens connaissent, où il qualifiait les Arméniens d'aujourd'hui les restes de l'épée. Et je pense que cette formule horrible est tout à fait illustrative de la volonté de la Turquie dans ce conflit qui utilise en grande partie l'Azerbaïdjan. Il y a un intérêt personnel du clan Aliyev à cette guerre parce qu'il est en difficulté dans son pays, mais il est très largement manipulé par la Turquie d'Erdogan.
Et on se retrouve dans cette situation où la Turquie ne supporte plus ces Arméniens qui se sont, mon Dieu, permis de survivre. Mais alors, à l'inverse, il y a quand même une autre très grande puissance régionale qui souvent, vous parliez d'un puzzle régional, enfin la complexité du puzzle du Caucase. Je pense à la Russie de Poutine, de Vladimir Poutine. Comment est-ce que Poutine accepte que dans son arrière-cour presque, enfin il y a quand même encore des bases russes dans la région, accepte qu'on amène par avion des djihadistes étrangers? Ça m'étonnerait. Comment est-ce qu'il siffle pas la fin de la récré pour prendre un terme? Je doute qu'on lui ait demandé son autorisation. Tout le monde. Oui, mais enfin bon, il est allié avec Erdogan, objectivement. À mon avis, Poutine n'accepte absolument pas et n'a aucun intérêt à l'accepter. Mais là, cette fois-ci, vous me demandez d'être dans les secrets du Kremlin. Évidemment que tout le monde se demande ce que vont faire les Russes. Bon, d'ailleurs, peut-être qu'ils font déjà des choses. Toute la question, c'est du point de vue du Kremlin, c'est que la Russie a un rôle d'arbitre dans ce conflit depuis le début. Elle l'a toujours eu, puisqu'elle a des relations à la fois avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan. Ce sont d'anciennes républiques soviétiques. Et elle a intérêt, il y a bien sûr une vieille philo-Arménie russe, mais de l'autre côté, il y a aussi des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a un rôle d'arbitre, mais en même temps, elle est liée à l'Arménie par un traité qui s'appelle l'OTSC, qui est donc l'organisation de traité de la sécurité collective, et qui donc stipule que si l'Arménie est attaquée sur son propre territoire, la Russie interviendra. D'ailleurs, il y a une base à Gyumri qui se trouve dans le nord de l'Arménie, une base militaire qui récemment, paraît-il, avait reçu beaucoup de matériel, ça aussi. Alors comme ça se trouve à un jet de pierre de la frontière turque, il se peut aussi que les Turcs aient été un peu agacés. Il y a eu des grands mouvements, d'abord des grands mouvements de manœuvres militaires dans le cadre de Caucase 2020, puis ensuite des livraisons de matériel dont personne ne sait ce que c'est, si c'est du matériau de construction pour la base militaire ou s'il s'agit véritablement de munitions. Donc en fait, la Russie, évidemment, pourrait aussi faire jouer ce traité et intervenir aux côtés de l'Arménie, mais c'est évidemment un choix risqué. C'est vraiment si les événements l'y poussent, je pense. Et donc voilà, je pense que de toute façon, les Russes interviendront s'ils ne l'ont pas déjà fait. On dit, je ne sais pas si ça a été vérifié, que certaines troupes alpha, enfin forces d'intervention russes du type opération antiterroriste seraient déjà à l'œuvre. Donc en fait, c'est la troisième façon d'intervenir. Éventuellement, ce serait justement de le faire dans le cadre d'une opération antiterroriste. Alors là, pour le coup, Poutine est très coutumier, coutumier du fait, puisqu'en fait, toute sa propre légitimité s'est construite par les tristement célèbres guerres du Caucase de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, avec bien sûr la Tchétchénie, etc. Et donc, en effet, je ne le vois pas laisser s'enflammer un nouveau foyer de djihadistes, en plus d'origine syrienne, aux portes du Caucase, aux portes de la vallée du Pankissi, laquelle ouvre la voie vers le Caucase Nord, et ce serait vraiment allumer un feu général, peut-être donner vie à ce fameux émirat du Caucase, etc. Donc, je ne sais pas, je pense que le Kremlin doit être partagé entre plusieurs options, sans parler bien sûr de la diplomatie, parce que Lavrov est très actif et a remis, va essayer de ramener à la table de négociation les fameux principes de Madrid dans le cadre du processus de Minsk, etc. Enfin, tout ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que peut-être les principes de Madrid et le processus de Minsk? Les principes de Madrid, c'est en 2008 ou 2009 que Lavrov, je crois, il faut vraiment le vérifier, donc met sur la table dans le cadre du processus de Minsk un certain nombre d'étapes. En fait, c'est quelque chose, le step by step dont il est bien coutumier sur d'autres dossiers, par exemple celui du nucléaire iranien, qui
qui n'est pas non plus très très lointain Très loin. de la question du Karabakh, et dans lequel dans lequel on prévoit une sortie progressive du conflit. Alors un statut pour le Karabakh, bon, je ne sais plus très bien ce qui avait été décidé, mais en tout cas qui stipulait en effet de rendre progressivement les fameuses régions du périmètre de sécurité, de placer le corridor de la Chine, c'est-à-dire cette route qui va de la Chine au Karabakh, de le placer sous une surveillance internationale. Et puis je crois qu'il avait été évoqué aussi des forces de maintien de la paix. Ça fait partie aussi des possibilités pour la Russie d'intervention aujourd'hui, donc des forces d'interposition. Enfin, il y a toute une série de conditions, mais qui sont restées sur la table sans que les deux parties ne progressent sur cette question. Et vous vouliez dire oui, vous savez, moi je crois que très sincèrement qu'aujourd'hui la confrontation turco-russe va devenir très prochainement une réalité. Parce que Vladimir Poutine n'a pas hésité un seul instant à envoyer des troupes en Syrie, bien qu'il y ait eu des accords, ce qui a permis à Erdogan de sauver la face. Et je vais vous dire aussi pourquoi, parce que la nation russe, il faut le dire, elle est tout de même beaucoup plus proche de la nation et de la culture arménienne que ce qu'elle ne l'est à l'endroit de la culture turque ou azerbaïdjanaise. Il faut tout de même le souligner. Les Russes sont culturellement beaucoup plus proches des Arméniens que des Turcs ou des Azerbaïdjanais. Bon. Oui, mais enfin, Aliyev parle parfaitement le russe et quand il prend la parole, il est. Enfin, je veux dire, on voit que les deux chefs d'État sont en fait des deux chefs d'État post-soviétiques. Deuxième point, aujourd'hui, la situation du Kremlin de rester dans une position de neutralité devient de plus en plus insoutenable. Alors, ils ont un petit joker, c'est que l'Arménie dit qu'elle maîtrise sa situation. Donc, pour l'instant, le Kremlin reste effectivement dans cette position de neutralité. Mais je ne pense pas que cela ne dure encore longtemps parce qu'il va arriver le moment, et nous l'espérons tous, que Vladimir Poutine, effectivement, et d'ailleurs, Lavrov l'a dit il y a 2 ou 3 jours de cela, ils ont commencé à envoyer des observateurs sur les lignes de contact pour effectivement constater que nous sommes la communauté qui a été agressée et nous ne sommes pas les agresseurs. Et que je pense que Vladimir Poutine est en train effectivement de préparer son dossier pour enfin pouvoir s'exprimer de manière extrêmement concrète sur la question. Ce qui me paraît certain, je ne sais pas du tout ce que décidera la Russie et Vladimir Poutine, mais ce qui me paraît certain, et là je suis d'accord avec vous, c'est que la situation pour la Russie ne peut pas durer comme ça, et que la Russie a besoin d'apparaître en tout cas, comme celui qui siffle la fin du conflit et qui ramène la paix. Après, ce que ça veut dire et dans quelles conditions ce sera fait, j'en sais rien. Mais si je regarde du côté arménien en tout cas, aujourd'hui, l'urgence pour l'Artsakh, le Karabakh, c'est effectivement le cessez-le-feu. Parce que aujourd'hui, toutes les villes d'Artsakh sont bombardées quotidiennement, Stepanakert, Chouchi et d'autres. Les forces azéries mettent une pression extrêmement forte sur les Arméniens. Et je ne sais pas, malgré leur héroïsme, combien de temps les Arméniens tiendront dans un rapport de force très déséquilibré. Donc l'urgence, elle est là, elle est au cessez-le-feu et au retour, ce qu'on espère tous, autour d'une table pour discuter. Et comment est-ce que vous expliquez que les discussions de cessez-le-feu aient jusqu'à présent échoué ? Parce que je pense que l'Azerbaïdjan et son soutien, j'hésitais au terme soutien, je cherchais un terme un peu plus, son instigateur presque turc, considère qu'ils ont des points à marquer, que leur supériorité militaire actuelle leur permet d'avancer leurs pions et de se retrouver dans une situation qui finira de toute façon par une situation négociée, mais en position de force. Et donc je pense que c'est ça qu'ils cherchent. La grande puissance azérie aujourd'hui par rapport à l'Arménie, elle vient du ciel.
avec l'aviation et avec les drones. Énormément de drones qui font énormément de dégâts et auxquels les Arméniens ont beaucoup de mal à faire face. Au sol, la situation est plus compliquée, même si les infos sont difficiles à obtenir. D'abord parce que les Azéris sont moins motivés. Quand je dis les Azéris, les soldats qui se battent sous le drapeau azéri. Évidemment, je ne sais pas de quelle nationalité ils sont et je me réfère aux djihadistes de tout à l'heure. Mais ceux-là sont en tout cas moins motivés que les forces arméniennes qui se battent non seulement pour leur vie, mais pour celle de leurs enfants. Et donc ça donne une motivation et puis ils se battent pour leur montagne. Mais voilà, la situation aujourd'hui est celle-là. La Russie ne peut pas se permettre de ne rien faire, doit, de mon point de vue, apparaître comme celui qui mettra un terme au conflit, au moins temporairement, et les Arméniens ne demandent que ça aujourd'hui, le retour à la table des négociations, même si les négociations seront probablement difficiles. Militairement, vous pensez qu'on en est où, Rémi? Militairement, comme le disait François à l'instant, la situation est effectivement compliquée parce que il y a un point très important, c'est que on ne joue pas à armes égales. L'Azerbaïdjan, associé à la Turquie, nous frappe avec des drones militaires, donc 100 personnes à bord, des missiles de notre monde, et ils sont tellement courageux qu'ils envoient des djihadistes sur le terrain. Bon. Avec un phénomène absolument nouveau, récent, qui date là des 48 voire 72 dernières heures, c'est que maintenant ils décapitent, ils s'en prennent à des civils arméniens en les décapitant en live et ils envoient cela sur les réseaux sociaux. Donc aussi bien M. Araï Karoutunian, président de la République du Haut-Karabakh, que M. Pachinian ont demandé de supprimer, dès que nous en avons la possibilité, ces images qui sont d'une atrocité hors norme et qui ne font que démontrer cette barbarie qui existe au sein de ces deux peuples, il n'y a pas chez les Arméniens. Et je voudrais le préciser parce que c'est très important. Vous savez, les Arméniens qui vivent en Artsakh, ils vivent sur cette terre qui est ancestrale. Bien qu'elle ait été administrée par erreur par Staline, par erreur à l'Azerbaïdjan en 1921, comme vous le savez, nous étions majoritairement sur ces terres, puisqu'il y avait plus de 95% d'Arméniens qui habitaient l'Artsakh. Il n'y a jamais aucun Arménien qui a voulu quitter. Et bien qu'aujourd'hui, on protège les femmes et les enfants et les aînés en les rapatriant sur Yerevan, il y a encore beaucoup de femmes qui sont sur place. Et il n'y a aucun homme qui quittera le Karabakh. Aucun. Ils iront se battre jusqu'à la mort pour faire triompher la sauvegarde de nos terres ancestrales. Mais un point également très important, c'est que au Karabakh, tout d'abord, les journalistes sont le bienvenu. Ce qui n'est pas le cas en Azerbaïdjan, où aucun journaliste au monde ne peut recevoir une accréditation pour constater la présence des djihadistes. Donc c'est quand même fort de café. Et que veulent les Arméniens du Karabakh? Un, ils veulent la paix, et deux, la sécurité. Et il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de djihadistes. Donc c'est tout de même, c'est quelque chose de très important qu'il faut que nous soulignions et que nous disions à l'endroit de la communauté internationale. La communauté internationale doit savoir cela. Rémi, je voudrais apporter juste, pardonnez-moi, un petit supplément à ce que vous venez de dire. Il y a eu, je crois, il y a 48 heures également, une vidéo qui a circulé sur 2 prisonniers de guerre arméniens, prisonniers des Azéris, qui ont été, je ne vais même pas dire fusillés, exécutés à l'arme automatique, dont un Arménien qui devait avoir plus de 70 ans, mais de façon absolument criminelle. Et en face de ça, les prisonniers arméniens azéris faits par les Arméniens sont emmenés à Yerevan pour y être soignés où la Croix-Rouge a libre accès aux prisonniers azéris faits par les Arméniens. Voilà, et
C'est une guerre, c'est horrible, et je ne suis pas en train de dire qu'il y a les gentils tout gentils et les méchants tout méchants. Je suis juste en train d'expliquer que philosophiquement, intrinsèquement, dans la façon de mener cette guerre, il y a deux philosophies différentes, et voilà, et qu'il faut savoir choisir son camp, et que la neutralité ne consiste pas à dire entre un agresseur et un agressé, entre celui qui commet des horreurs et celui qui les subit, qu'ils sont à égalité. Ça, c'est pas de la neutralité. Je ne sais pas s'il y a une... Pardon, vous parliez enfin, on parlait des crimes, des horreurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, Taline, si vous êtes un peu au courant, est-ce que vous avez des témoignages de terrain sur l'état de la situation des civils dans cette guerre à l'heure actuelle, ces jours-ci? Des civils... Des témoignages de terrain sur la situation des civils, oui, Stepanakert, la capitale du Karabakh, est régulièrement sous le tir, reçoit des tirs d'artillerie, il y a des missiles qui atterrissent régulièrement, je ne sais pas très bien où dans la ville, en tout cas je peux vous dire à 500 mètres de l'hôpital, il y en a un qui est arrivé avant-hier. Donc les civils sont touchés, mais bon, cela dit, on va pas se raconter non plus des histoires. Les Arméniens ont tiré aussi sur la ville de Gandjar et la deuxième ville d'Azerbaïdjan parce qu'ils avaient pour cible un aéroport militaire. Et justement, les seuls reportages qu'on peut voir du côté azerbaïdjanais sont précisément ces frappes sur Gandja, où là, forcément, comme dans toutes les guerres, on va voir les mêmes images atroces de civils désemparés, de maisons détruites, de gens tués. Donc ça, de part et d'autre. Maintenant, cette guerre, cette nouvelle guerre du Karabakh, dont tout le monde espère qu'elle va cesser le plus vite possible, est une guerre ultra violente, mais qui est très différente de celle de la fin de l'époque soviétique. C'est plus tellement la guerre avec des bataillons qui partent, je sais pas, avec des fusils ou des kalachnikovs. Enfin, c'est une guerre qui se fait à coups de missiles. Enfin, on me parle de Smerch, de je ne sais quoi. Enfin bon, de toutes sortes d'armes, y compris avec des sous-munitions. Enfin, des choses très meurtrières. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans les hôpitaux, en tout cas à l'hôpital de Stepanakert et dans d'autres hôpitaux de la région, on reçoit des blessés extrêmement graves, gravissimes, criblés de partout, etc. Enfin, on a un décompte des blessés à l'heure actuelle? Est-ce qu'on a un décompte du nombre de blessés, du nombre de victimes de cette guerre? Alors, le nombre des morts du côté arménien, on l'a, puisqu'il est régulièrement fait. Le nombre des blessés, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, je peux vous dire que les blessés graves, puisque je suis en ligne directe avec ça, sont très nombreux. Et bien souvent, les médecins qui travaillent là, à longueur de journée, 24 heures sur 24, certains sont complètement désemparés par la multiplicité des blessures, enfin on le dit, il est complètement explosé, on peut plus rien faire, enfin c'est un véritable carnage. Moi je pense quand même qu'il faut lancer véritablement un appel. C'est une sale guerre, c'est une vraiment très sale guerre. Outre bien sûr les actes de djihadisme, mais enfin j'allais dire, les histoires de décapitation, nous avons vu avec Conflans-Sainte-Honorine que nous ne sommes pas non plus épargnés, et qu'après tout ça pourrait aussi concerner le public français de très près, parce que finalement nous avons affaire quasiment aux mêmes individus et au même front, si je puis dire, de ce qu'on appelle le djihadisme global. Et chère Taline, je ne peux pas m'empêcher de réagir et de saisir cette occasion pour vous dire que dans ces conditions où on assiste à une barbarie extrême et une violence inouïe de la part à la fois de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, la France a une opportunité à la fois unique mais historique pour initier et être le premier État au monde, suite aux déclarations extraordinaires d'Emmanuel Macron, selon lesquelles il a effectivement déclaré publiquement qu'on avait la preuve que des djihadistes étaient donc financés par la Turquie au service de l'Azerbaïdjan, mais la France a reconnu que l'Azerbaïdjan était l'agresseur. La France a une opportunité unique et historique de reconnaître l'indépendance de l'Artsakh, et cela permettrait à ce que les autres pays viennent s'inscrire dans cette lignée-là. Pour rebondir sur votre point, et que évidemment je partage, j'apporterai une petite précision. Évidemment, on est tous d'accord, le rôle de la France, ce n'est pas
pour faire plaisir aux Arméniens de reconnaître l'Artsakh. Le rôle de la France et son histoire vieille, longue, c'est de défendre la liberté et de défendre les opprimés. Elle a parfois été défaillante, elle a parfois été glorieuse. Nous, Arméniens, nous n'avons pas oublié Mossadegh et la flotte française qui a secouru les Arméniens. Donc, nous ne l'avons pas oublié. Aujourd'hui, ce que les Arméniens attendent de la France et ce que j'ai envie de dire les Français attendent de leur pays, c'est qu'à nouveau l'étendard de la liberté soit porté par la France et que la France défende le faible, défende l'opprimé et permette, puisqu'elle a essayé de mettre en place un cessez-le-feu et elle n'a, malgré sa bonne volonté, pas réussi, malgré un ton ferme du président de la République, pas réussi. Je pense qu'il faut passer à un cran supérieur pour obtenir ce cessez-le-feu, parce que c'est ça que veulent les Arméniens dans l'immédiat. Qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, reconnaître l'Artsakh, c'est une façon quand même forte de dire au monde, l'Artsakh, la France considère que l'Artsakh est un État libre et indépendant, et nous n'acceptons pas qu'il soit agressé. Et on peut imaginer que les présidents Aliyev et Erdogan vivront assez mal cette reconnaissance et qu'elle changera, elle provoquera un cataclysme, parce que un cataclysme positif pour aller dans le sens de la paix. Aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. La Russie joue un jeu compliqué pour des raisons qui sont propres à la Russie. Je vous rappelle que le groupe de Minsk est coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis. La France a fait un petit peu, elle doit faire davantage, et les États-Unis sont malheureusement dramatiquement absents de cette histoire pour des raisons propres aux États-Unis, la campagne électorale, et qui font qu'ils sont totalement absents. Et donc il appartient à la France de déclencher ce bouleversement qui permettra d'obtenir le cessez-le-feu. Et la reconnaissance de l'Artsakh, de notre point de vue en tout cas, de mon point de vue en tout cas, est ce qui permettrait d'y arriver. Et j'aurais tendance à ajouter, je terminerai là pour ne pas être trop long, mais qu'il y a énormément de motifs à ça, des motifs historiques qu'on a rappelés brièvement, des motifs géographiques, les montagnes contre la plaine. Quand je dis contre, c'est juste une opposition, c'est pas une... Vous pouvez rappeler ce que c'est que ce symbole? L'Artsakh, c'est des montagnes. C'est les montagnes du Caucase, c'est des régions arméniennes. L'Azerbaïdjan, Bakou est au bord de la mer Caspienne, c'est un pays plutôt de plaine qui monte jusqu'à la montagne de l'Artsakh, aux montagnes de l'Artsakh. Et donc, j'aurais tendance à dire, il y a une frontière naturelle, la montagne aux Arméniens, la plaine aux Azéris, et on peut vivre en paix comme ça, et c'est le souhait des Arméniens. Et puis il y a des arguments juridiques, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et là je voudrais faire juste un petit rappel, c'est que l'article 1 de la Charte des Nations Unies prévoit comme droit fondamental de toute collectivité d'individus le droit à disposer d'eux-mêmes, et que l'intangibilité des frontières, qui est le grand argument avancé par l'Azerbaïdjan et la Turquie, n'est pas un principe de droit international. Le principe de droit international qui est inférieur à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'intégrité territoriale. Et l'intégrité territoriale, loin d'être une opposition au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, n'en est que la conséquence. L'intégrité territoriale, c'est permettre à une communauté d'individus qui a décidé de vivre ensemble, d'être protégés d'une agression extérieure. Ce n'est pas autre chose que ça. Ce ne sont pas des frontières dessinées par un dictateur sanguinaire comme Staline, qui sont fichées ad vitam aeternam, ou d'autres frontières. Et on l'a vu, et je voudrais juste donner ces exemples. Évidemment, le Kosovo et l'ex-Yougoslavie, qui finalement s'est scindé en différentes entités. On l'a vu, j'aime cet exemple parce qu'il est tout le symbole de la liberté et de la démocratie en Écosse, où les Écossais ont choisi de rester dans le Royaume-Uni. Et on le voit en France aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, avec un processus référendaire qui peut-être aboutira à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et qui se fait dans la démocratie, dans la liberté, dans le respect de chacun. Voilà. Eh bien, nous demandons à la France de contribuer à faire en Artsakh ce qu'elle fait brillamment en Nouvelle-Calédonie. Ce qui nous amène à la dernière question que je poserai à chacun d'entre vous. On est en France, là.
qu'est-ce que les Arméniens en France, les Arméniens de France, peuvent faire dans ce conflit? Est-ce qu'ils doivent répondre à l'appel d'aller rejoindre le front? Est-ce qu'ils doivent militer politiquement? Est-ce qu'ils doivent militer par leurs écrits? Qu'est-ce que vous pensez personnellement devoir faire, vous, Taline Termination? Non, moi, je poserai la question aux trois. Je réponds. Enfin, s'il s'agit de, enfin, j'ai pas de compétences institutionnelles qui me permettent de parler pour les Arméniens de France, qui sont dotés de toutes sortes d'organismes, d'institutions communautaires. Dans lesquels je suis pas particulièrement impliquée. Donc moi, ce que je fais à mon niveau, c'est que je suis l'actualité en effet, j'écris sur le sujet, j'organise, c'est peut-être le moment d'en parler, un festival Transcaucase au mois de novembre qui se prépare depuis 2 ans, mais qui va, en dépit des conditions de couvre-feu, s'organiser à l'INALCO du 2 au 27 novembre, dans lequel il y aura des tables rondes, des films, en particulier l'annonce du film de Liliane de Kermadec qui s'appelait Cesser le feu, enfin toutes sortes de choses. Donc moi, à titre personnel, je m'occupe énormément de cette question. Pour les Arméniens de France, je pense qu'ils peuvent en effet militer, essayer de faire connaître cette cause. Donc si cette cause doit être de militer en faveur de la reconnaissance, pourquoi pas, enfin en ayant conscience aussi des variables diplomatiques de ce problème qui est extrêmement complexe, car la reconnaissance pourrait aussi peut-être compromettre ce fameux processus de Minsk que certains ont tendance à mettre sous le boisseau. Or, moi, je crois que la diplomatie joue un rôle très important. Il y a un diplomate français qui est président du groupe 2000, coprésident du groupe 2000, s'appelle Stéphane Visconti. Qui connaît très bien la question, peut-être aussi le solliciter et travailler dans ce cadre, parce que moi, à titre personnel, je pense que cette question, je pense à la fois que l'Artsakh jamais ne retournera à l'Azerbaïdjan, ça j'en suis absolument convaincue. En même temps, comment ça va se faire et si tant de sang doit être versé pendant des années, évidemment, je n'y suis pas hostile, donc je ne sais pas très bien comment sortir de là. Ma conviction profonde, c'est que le principe de l'intangibilité des frontières tel qu'il a été lancé au sein de l'OSCE en 1975 est devenu un principe obsolète, en tout cas s'agissant de l'espace post-soviétique, car comme nous l'avons dit tout à l'heure, les frontières administratives, territoriales, ethniques, si l'on veut, internes de l'URSS n'ont jamais été conçues pour devenir des frontières internationales. Ce principe d'intangibilité ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est Vladimir Poutine qui en a été le premier à en constater l'inanité lorsque l'Occident a reconnu le Kosovo. Donc moi, je suis plutôt pour cette option-là, c'est-à-dire de revoir ces principes-là de façon, en effet, à reconnaître l'indépendance de l'Artsakh, mais en passant par une voie, disons, plus globale, plus contextuelle sur le plan diplomatique et géopolitique. Vous, Rémi, qu'est-ce que vous pensez que les Arméniens de France doivent faire? Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, tout d'abord, la communauté arménienne sur le territoire national français est extrêmement mobilisée. Et il faut le dire et d'ailleurs le saluer, puisque chaque jour, c'est davantage de Français d'origine arménienne qui se mobilisent à travers les différentes manifestations qui ont lieu sur l'ensemble du territoire. Nous sommes mobilisés, effectivement, nous réagissons dans la mesure de ce que nous pouvons, bien évidemment, mais tel que je vous l'ai indiqué, je vous le redis, la France a une possibilité unique et historique d'impulser à la fois à travers l'Union européenne, à travers l'OTAN, à travers l'OSCE, le groupe de Minsk, la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh. Et c'est ce que nous demandons très clairement aujourd'hui à la France, au président de la République française, Emmanuel Macron. Et vous, François, qu'est-ce que vous en pensez? Vous parliez tout à l'heure du fait que le ministre des Affaires étrangères dit que la France devrait rester
neutre dans ce conflit. Est-ce que vous, en tant que membre de la diaspora, de l'héritage de cette diaspora, c'est quelque chose que vous acceptez? Alors, je vais le dire autrement. Évidemment, mes origines font que je me sens particulièrement concerné. Pour autant, je suis un citoyen français et en tant que citoyen français, ce qu'il se passe en Artsakh me choque. Et quand je dis que je considère que la France ne peut plus rester neutre, c'est pas mes racines arméniennes qui disent ça. C'est la France ne peut pas rester neutre entre un agresseur et un agressé. On ne peut pas dire ce qui s'est passé hier à Conflans-Sainte-Honorine que ah bah oui, on lui a coupé la tête à ce professeur d'histoire, mais il n'avait qu'à pas dire du mal du prophète. Il y a un criminel d'un côté et il y a une victime de l'autre. On ne peut pas être neutre dans un état de droit, dans une démocratie, dans un état de liberté. On ne peut pas être neutre et faire les deux. Être neutre, c'est Munich. Être neutre, c'est Daladier qui revient de Munich en disant « j'ai apporté la paix ». Non, il a apporté la honte, c'est tout. Et la paix, elle n'a pas duré et elle a abouti à la guerre. Donc ce que je veux dire, c'est que d'abord le choix est individuel pour chacun. C'est mon côté libéral et je pense que les mouvements sont plus individuels que collectifs. Chacun peut militer dans le sens de ses convictions profondes. Certains font des choix, d'autres n'en font pas. Mais moi, mon message, il s'adresse à tous les Français et pas simplement aux Français d'origine arménienne. Et c'est un message de Français, soyons à la hauteur de notre histoire. Notre histoire, parce que je suis d'abord français et mon héritage culturel, politique, il est français. Et je ne veux pas que mon pays, la France, soit complice, ne serait-ce qu'en se taisant, de ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh. Je suis à 200% d'accord avec vous, cher François, et d'autant que, comme vous l'avez très bien dit, en tant que Français d'origine arménienne, jamais, au grand jamais, on ne pourra assez remercier la France de la façon dont elle a eu de nous accueillir au lendemain du génocide des Arméniens de 1915, parce que c'était un moment effectivement extrêmement important pour nous, les Arméniens, de trouver une terre d'accueil. La France nous a accueillis, la France nous a permis de travailler, de s'émanciper, bien que nos arrière-grands-parents et grands-parents ne savaient ni lire, ni parler et ni écrire le français. Je crois qu'aujourd'hui, les Français d'origine arménienne sont davantage des modèles au-delà d'intégration, mais de réussite qu'autre chose. Et donc, en tant que Français, que citoyen français, je vous rejoins parce que ce que vous dites touche l'émotion de tout, ne peut pas ne pas toucher l'émotion de tout un chacun. La France a un rôle historique à jouer et elle doit le jouer. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça aura éclairé nos spectateurs sur la situation, la gravité de la situation et les enjeux de ce conflit et peut-être, on espère, certaines solutions, certaines pistes de solutions. Je vous remercie de nous avoir regardés et à la prochaine émission. Merci. Merci. Merci à vous. Merci Thalia. Merci François. Merci.